Bonsoir, bonjour. Écoutez, on se réjouit de vous voir aussi nombreux. En février, on trouvait que c'était déjà pas mal, mais là, c'est encore plus de monde. Et vu d'ici, vous êtes extrêmement impressionnants. Alors, une des choses qu'il va falloir nous dire, si jamais il y avait un souci, c'est sur le son. On a essayé d'arranger un petit peu les problèmes de son, parce qu'on a un plafond qui absorbe. Et si jamais vous n'entendez pas, parce qu'on peut avoir une voix qui ne porte pas, il ne faut pas hésiter à nous interrompre. Normalement, ça devrait être mieux cette fois-ci, mais il ne faut pas hésiter à dire stop. Ben voilà, on est content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Bon, on a une vieille compagnie. Philippe. Ça fonctionne. Vous m'entendez au fond, ça va? Alors oui, je disais, pour ceux qui sont au fond, que en fait c'est vrai que moi je suis un peu à la maison ici. J'ai même envie de dire qu'avec Dominique, on est presque un vieux couple, hein, puisque Talk et Doc, c'est pas la première session, ça fait déjà quelques-unes. Et j'étais là au début, et très heureux qu'elle n'en ait pas encore marre. Et elle s'est dit, bon, j'ai personne aujourd'hui, je vais quand même lui demander de revenir. Voilà. En tout cas, bonsoir et très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, et puis alors, cette fois-ci, on est vraiment très très heureux d'accueillir dans cette folle aventure Vincent Perret, qui est toxicologue industriel. Voilà. Voilà, merci. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis l'élément rapporté, je suis la caution anxiogène de la soirée, vous comprendrez bien pourquoi. Voilà. La dernière fois en février, on vous avait promis que la prochaine fois, on allait tous mourir. Et donc là, avec Vincent, on va s'assurer que c'est vraiment bien le cas. Pour ceux qui en doutaient encore, non, on est ravis. Vincent est un extraordinaire expert de tout notre environnement. Donc en février, on avait évidemment abordé les pathologies inflammatoires en gardant quand même en tête qu'il y avait quand même beaucoup de l'environnement qui participait, pas uniquement notre nutrition. Donc on a dit, Vincent, viens nous éclairer sur la chose. Puis là, on n'est pas tout seul. Maintenant, on a de la relève qui arrive. On a Amanda et Aaron qui vont être... Alors, Amanda, elle est tout là-bas. Voilà, donc elle est diététicienne à la clinique La Source. Et puis qui se cache derrière, parce que tous les chefs se cachent derrière, parce qu'après, ils vont vous accueillir. Donc, il y a Aaron qui est un cuisinier en diététique et qui vous a préparé plein de bonnes choses, avec plein de... On ne peut pas en dire plus, voilà. Mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses à manger après. Alors ça, c'est pas tout, parce que aussi, vous allez aussi pouvoir rencontrer... Alors, je ne sais pas si Natalia, elle est revenue de ce côté. Ah si, voilà, Natalia. Donc Natalia, elle a la particularité d'avoir les yeux encore plus verts que sa spiruline. Je ne vous en dis pas plus. Donc on va aller à la découverte de la spiruline, mais de la spiruline vivante. C'est vrai qu'on la voit beaucoup sous forme de poudre, mais là, vous allez la voir sous sa forme naturelle, et vous allez la voir dans son milieu naturel. C'est ça ? Voilà. Donc elle sera de l'autre côté, elle répondra à toutes vos questions. Sur la spiruline, puisqu'elle se dit elle-même et puis qu'elle est une agricultrice de spiruline. Voilà, donc on va tout savoir sur ça. Alors on a également à nos côtés depuis le début, et puis on est très heureux de les avoir à chaque édition. On a Madame Sophie Tranchita, qui doit être de ce côté ou qui est peut-être de l'autre, qui est tout là-bas. Qui représente Nestlé et puis Healthcare, et puis la partie... On dit quoi de plus? Alors, la partie pure encapsulation de Nestlé. Et puis on a Raphaël Brault, qui lui aussi est également tout au bout, que vous allez pouvoir rencontrer, à qui vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis il y a des anges gardiens. Alors on n'a pas mis les photos, mais il y en a beaucoup pour que cette édition puisse avoir lieu. Il y a plein de gens qui ne sont pas forcément sur le devant, mais qui sont extrêmement importants et que l'on tenait à remercier. On ne va pas tous les citer. S'ils sont dans la salle, ils se reconnaîtront. S'ils ne le sont pas, sachez que l'on est très heureux de les avoir à nos côtés pour que ça fonctionne. Okay. Jusque-là, ça va? C'est pas trop dur. Ok. Alors, il faut savoir que ce soir, comme maintenant toutes les éditions du Talk et Doc, on souhaite les filmer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas être présents, soit parce qu'ils sont éloignés, soit parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, on effectue, vous voyez, il y a des caméras autour de vous, donc on effectue un replay qui après est accessible librement, donc c'est un choix. Par contre, si vous ne souhaitez pas être filmé, il faut nous le signaler. Tout comme
à un moment donné, il y aura des interviews qui vont être proposées, des questionnements pour faire un after-movie, pour donner envie aux gens de revenir ou de venir la prochaine fois. Pareil, vous pouvez tout à fait refuser d'être filmé si vous ne souhaitez pas l'être. Voilà, c'est les modalités que l'on vous souhaitait mettre en place. On attaque ? Allez, c'est parti. Ça va, vous êtes prêts ? Alors attachez vos ceintures, ça va décoller. Voilà ce que trouvaient les voyageurs en arrivant en Suisse. Début du 19e, c'était pas très réjouissant. Puis il y en a un qui était vraiment pas content, mais pas content du tout, de ce qu'il avait croisé, c'était Napoléon. Le Simplon, une calamité. Tous plus crétins les uns que les autres, incapables de faire des hommes d'armes. Donc il est le premier à demander, 1810, d'aller un peu voir qu'est-ce qui se passe. Et dans le recrutement potentiel des hommes d'armes qu'il voulait, 70 000 personnes, enfin, oui, à peu près, il en a trouvé quand même 4 000 qui étaient vraiment crétins. Bon, il n'arrivait pas à faire un lien avec quoi que ce soit, mais il en a conclu qu'il ne pouvait pas s'armer de manière tout à fait adéquate dans cette contrée lointaine. Là-dessus, d'autres éléments sont venus un peu corroler ces observations, et on s'est rendu compte que dans le canton de Berne, par exemple, sur une classe d'âge, c'était vers les années 1820, on avait entre 20 et 100% de crétins sur une classe d'âge scolaire, donc ça faisait quand même un peu beaucoup. Bon, il faut savoir que le crétinisme est un terme vraiment médical au départ, c'est pas juste une insulte. Le crétinisme, là vous en avez une belle représentation, c'est à la fois une dysmorphie physique, on se retrouve avec un retard mental qui peut être extrêmement sérieux, jusqu'à un état végétatif, et puis un goitre. Alors à votre avis, d'où ça vient tout ça, cette histoire ? Quelle est la carence ? Eh oui, gagné. L'iode qui nous fait tant défaut dans nos montagnes et contrées lointaines. L'iode, par son mécanisme direct et son action sur l'hormone thyroïdienne, engendre ça. Alors, engendre ça de manière différente. L'hormone thyroïdienne, elle est importante au niveau du développement du squelette et des os longs pendant la grossesse et la première partie de l'âge. Donc, une carence en iode entraîne un déficit d'hormone thyroïdienne. Elle est extrêmement importante aussi parce que l'hormone thyroïdienne participe à la constitution et à la propagation de la myéline. C'est l'élément qui permet d'avoir des pensées rapides. Donc, point d'iode, point d'hormone, point de myéline, crétinisme. Tout se recoupe alors en fait. Et le goitre, le goitre c'est physiologique parce que la glande thyroïde, elle va essayer d'extraire le moindre petit bout d'iode qui pourrait traîner par là. Donc elle prend des proportions énormes pour pouvoir traiter tout ça et enfin fournir des hormones thyroïdiennes. Alors ça veut dire que, vous entendez à mon accent que je suis originaire de Camargue, hein, et quand j'étais enfant et que je lisais Tintin et le capitaine Haddock, ça a toujours été très étrange pour moi que de découvrir toutes les, c'est pas des insultes, mais un petit peu les cris de rage du capitaine Haddock. Et c'est vrai qu'il y avait souvent marqué ce crétin des Alpes, et je vous assure que pour moi, petit Camarguais, c'était assez bizarre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il en a après ces Savoyards ? À l'époque, je ne savais même pas que la Suisse existait, hein, donc c'était, pour moi, les Alpes, c'était la Savoie, et je ne comprenais pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça se recoupe assez bien. Et puisque j'ai le micro, on va peut-être aussi parler de ce côté culinaire de l'iode dans le sel, non ? C'est là ? On y va ? C'est super. Voilà, je savais que c'était faut adapter à Philippe parce qu'on ne pourra pas le changer. Donc, voilà. Donc voilà, c'est à dire, Philippe, vas-y. C'est mon moment. Waouh. Et donc l'histoire, c'est quoi ? C'est que vous savez comme moi qu'en cuisine, le sel de cuisine, c'est obligatoire d'avoir de l'iode et du fluor à l'intérieur. Et c'est pour ça que parfois, il faut faire attention avec tous ces sels qui viennent de très loin. C'est celles qui sont en bas de chez nous, et c'est celles qui ont un petit problème avec l'iode et le fluor, parce que bien souvent, pas tous, mais bien souvent, ils n'en contiennent pas. Donc pourquoi se donner peut-être parfois des idées d'exotisme au niveau du sel ? En plus, pour être très honnête avec vous, les différences entre les sels qu'on nous propose ne sont pas vraiment flagrantes. Il faut vraiment être un initié. Et donc, je vous recommande peut-être, avant d'aller chercher très loin, des choses qu'on n'a pas ici, peut-être
On les a ici, il suffit juste de regarder un petit peu ce qu'on a dans nos assiettes. Et puis le sel, vous savez comme moi que c'est indispensable à la vie, on en a besoin pour beaucoup de choses. C'est juste peut-être la quantité qui va pas toujours, puisqu'on en consomme, je crois, 2,3 fois la quantité qu'on devrait consommer normalement. Donc c'est pas toujours très bien. Alors, je rebondis peut-être, Oui. parce que le crétinisme nous guette. Vous vous rendez compte qu'en 2021, 27% des femmes en âge de progrès présentent un déficit en iode en Suisse. Et cela, on a cherché, donc il y a eu plusieurs cohortes qui se sont demandé mais pourquoi autant de déficit en iode? Bon, c'est vrai qu'on est mal placé sur la planète vis-à-vis d'un apport naturel, mais ça va aussi, et là je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'il y a des campagnes, énormément de campagnes pour diminuer le sel que l'on met dans nos préparations, qui est a priori un des seuls sels les plus iodés à disposition au quotidien. Donc les régimes anti-sel ont pour corollaire de voir réapparaître pas mal de pathologies en lien avec le déficit d'iode. Et peut-être aussi en complément, un autre élément qui va aussi dans la diminution de l'apport de iode via le sel. La consommation directe de sel iodé, c'est une partie de l'apport de iode, mais la grande partie de notre apport en sel passe par l'alimentation, passe par les produits qui sont transformés, notamment le pain et les fromages chez nous. La grande tendance maintenant dans l'industrie fromagère, parce que c'est une industrie, c'est d'utiliser du sel non iodé. Tout simplement pour des questions d'exportation. Parce que le iode est un additif alimentaire. Et puis vu l'image en fait, que l'on veut donner, produits naturels, produits de terroir, il nous faut des ingrédients qui sont tous naturels. Donc du coup, c'est typiquement pour le gruyère. Le gruyère actuellement, il est fabriqué avec du sel, toujours, mais c'est plus du sel iodé. Et la question se pose entre l'Office fédéral de la santé publique et les industriels. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une filière locale, autochtone, pour amener en fait du iode, et puis une filière pour l'exportation? Mais comprenez bien que c'est compliqué d'un point de vue, on va dire, économique, de gérer en fait ces deux aspects-là. Donc c'est toujours pour avoir en tête que ces apports de sel, même s'ils sont en quantité absolue toujours importants, l'apport en iode qui est associé à cette consommation de sel ne fait que diminuer. J'en profite pour vous dire je vais faire mon petit prof de cuisine là. Il y a deux sortes de sel. Il y a le sel marin qui, lui, est iodé naturellement. Et il y a ce sel qu'on a ici, qui, depuis fort longtemps, venait des salines de baie, qui s'appelle le sel GEM. Et quand j'aime beaucoup, GE, 2ME. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça, j'ai découvert que la gémellité, en fait, la géméologie, sauf erreur, est l'étude des pierres. Et puis c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, le sel était une pierre à l'origine. Et vous savez, peut-être que j'ai eu la chance et l'honneur d'aller voyager pas mal professionnellement à travers le monde, et j'ai pu découvrir des choses extraordinaires au niveau de toute cette symbolique qui tourne autour du sel. En malgache, je ne sais pas si vous connaissez Madagascar, c'est une île-continent, on l'appelle, qui est un pays merveilleux. Et c'est juste après le Valais. C'est juste après le Valais, c'est ça? Madagascar, c'est juste après le Valais. C'est juste après. Voilà. Ouais, juste après. Et le sel en malgache en malagasie se dit fanasina. Et le mot sacré se dit aussi fanasina. Pour vous dire que le sel est toujours très associé au côté sacré. Et depuis toujours dans notre alimentation, on a eu le sel comme élément central de la table. Moi, mes parents avaient un restaurant de Camargue, un petit restaurant de Camarguais, comme ça, sans prétention. Et moi, j'adorais mon papa, c'était un petit peu mon idole, c'était le cuisinier du restaurant. Et j'étais toujours très vexé quand j'étais enfant de voir que ma mère mettait sur chaque table de restaurant une salière et un poivrier. Sur chaque table. Donc pour moi, dans ma tête de petit enfant, ça voulait dire que mon mari est tellement nul en cuisine qu'il va falloir faire l'assaisonnement vous-même. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, pas du tout. Le sel a toujours eu une fonction de marquer le respect qu'on a pour les convives. Donc là, je vous parle un petit peu du côté symbolique du sel. Du reste, ma grand-mère jetait une poignée de gros sel sur la table, sur la nappe le soir de Noël, parce qu'on dit que le diable mange des plats sans sel, et ça permettait ainsi d'éviter que le diable soit partie prenante du repas et aussi éloigner le mauvais sort. Donc je trouve toutes ces histoires, vous savez que je suis passionné par ça, j'en ai encore des tonnes à vous raconter, je ne vais pas trop squatter le débat, mais tout ça pour vous dire que ce sel, c'est un élément
certes, on va le découvrir avec mes confrères, quelque chose de très très important pour la santé, mais c'est aussi pour la santé mentale, en fait, pour notre santé émotionnelle, voilà, d'avoir ce côté sacré qui fait partie de notre quotidien depuis toujours. Voilà, donc mangeons du sel iodé pour être des crétins. Non, pardon, heureux. Non. Et d'ailleurs, le sel gemme, c'est ce sel qui vient des mines, hein, ici, ne contient pas d'iode et de fluor. Hein, il est rajouté artificiellement dedans. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, ça, je me répète peut-être. Alors, on va donc, voilà, la première des carences que l'on souhaitait aborder avec vous, c'était la carence en iode, qui n'a pas dit son dernier mot, au vu des chiffres qui sont quand même assez préoccupants. Les solutions, elles restent difficiles à trouver entre cette balance, entre ne pas manger trop de sel iodé, continuer à accepter que par l'industrie et les règles que tu as évoquées, on ne peut pas ioder certains produits. Et puis, comme Amanda nous l'a précisé également, par exemple, la mode avec la fleur de sel et autres, il n'y a pas d'iode dans la fleur de sel, ou très très peu, parce que le principe même de sa récolte et de son stockage fait que voilà, on est un peu déficit. Donc, voilà, il faut être attentif à parce que ce n'est pas rien, et nous sommes une population carencée en iode jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Alors, prenons un petit peu de distance. Même au niveau du temps, parce que finalement, cette histoire de iode, ça nous raconte quand même beaucoup de choses sur notre condition d'être vivant. Comment ça se fait qu'au niveau de la nature, on a trouvé que c'était une bonne idée de construire des hormones thyroïdiennes, donc essentielles, on l'a vu, pour le développement, essentielles pour la spéciation des cellules, pour notamment la construction du système nerveux central, l'homéostase, donc tout plein de choses vraiment fondamentales. Comment ça se fait qu'on ait choisi l'iode comme constituant finalement de base pour ces hormones, alors que nous sommes dans des environnements où virtuellement nous n'avons pas de iode à disposition? Regardez, on n'est pas les seuls à souffrir. Le monde animal souffre aussi depuis qu'il existe en fait de ces carences en iode. Alors ça nous raconte en fait nos origines, mais vraiment très 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 lointaine. L'origine de la vie, on la considère en fait comme étant partie de la mer, des êtres d'abord unicellulaires, puis pluricellulaires, mais issus du milieu aquatique, dans l'eau, dans l'eau de mer, on a du iode. Alors le iode, il a une place très particulière d'un point de vue chimique, c'est un donneur d'électrons. Alors vous connaissez peut-être les donneurs d'électrons sous un autre terme, ce sont les antioxydants. Les processus de vie, de métabolisme, c'est d'un point de vue chimique des échanges en fait d'électrons. Donc il nous faut des molécules qui donnent facilement des électrons et puis d'autres en fait qui reçoivent ces électrons. Et le iode, c'est un parfait exemple de très bon donneur. Donc du coup, vu qu'il y en a dans notre environnement, l'environnement multicellulaire de la soupe primordiale, évidemment, ces éléments-là ont été intégrés dans les chaînes métaboliques du vivant. Et au fur et à mesure de l'évolution, elles se sont complexifiées pour devenir ce qu'on connaît maintenant chez les vertébrés, les hormones thyroïdiennes, mais toujours basées sur le iode. Le iode est une partie importante, un constituant de ces molécules. Alors, le iode, on a vu que on doit avoir une alimentation en iode parce qu'on ne le synthétise pas, on doit avoir des apports réguliers. Notre environnement en contient quasiment pas ou très peu. D'ailleurs, ça a été une des sources finalement de la découverte, de se dire de l'implication du iode dans ces problématiques de goitre et puis de crétinisme. C'était de constater dans le Valais notamment qu'il pouvait y avoir quasiment 100% des enfants qui portaient des goitres et puis qui pouvaient avoir des problèmes de crétinisme, par exemple à l'Étron. Et à Saillon, personne. Mais à Saillon, on n'avait pas la même qualité de l'eau. Vous savez, à Saillon, c'est thermal. Pendant longtemps, buvait de l'eau qui était en partie contaminée finalement par les sources thermales et amenait une source en iode. Mais du coup, pour les autres populations, rien du tout. Donc du coup, avec cette iode, qu'est-ce qui peut se passer? Et d'autant plus que la problématique du manque de iode dans notre alimentation, c'est qu'une partie du problème. Qu'est-ce qui se passe si on commence à matraquer, à maltraiter la thyroïde elle-même, celle qui va aller fabriquer justement ces hormones?
matraquer la thyroïde, c'est ce qu'on s'évertue de faire depuis l'ère industrielle de manière professionnelle, vraiment professionnelle. Vous avez un délicat champignon nucléaire ici pour nous rappeler qu'entre 1945 et 1963, on a fait littéralement des centaines de tests de bombes nucléaires, thermonucléaires dans l'atmosphère. On a libéré des quantités monstrueuses de composés radioactifs, dont du iode radioactif, celui qui va entrer en compétition avec le iode, qui va pouvoir être utilisé pour créer en fait nos hormones. Alors, le temps de demi-vie, la dégradation finalement de ce iode radioactif est très rapide. On parle de quelques jours, mais entre 1945 et 1963, ça a été des tests quasiment sans discontinuité. Donc on a alimenté notre environnement en permanence avec ce iode radioactif. Donc ça, c'est pour les plus anciens d'entre nous. Sinon, 26 avril 1986, ça vous dit quelque chose ? Tchernobyl, exactement. Alors, Tchernobyl, c'est quoi d'un point de vue émission ? Vous prenez l'ensemble des émissions de tous ces tests nucléaires entre 1945 et 1963, vous multipliez par 5, et c'est ce qu'on pense être Tchernobyl en termes d'émissions d'éléments radioactifs dans l'environnement. Donc là, c'est déjà un peu plus proche de nous. Mais on a été plus loin encore, parce que ça, c'est l'arme atomique, mais on a aussi l'arme chimique. Et l'arme chimique, c'est celle qui nous concerne maintenant. Alors peut-être vous vous posez la question, quel est le point commun qu'il y a entre des pompiers et une poêle à frire ? Ah ben, il y en a un. On libère dans l'environnement, maintenant, des quantités monstrueuses de nouvelles substances qui sont basées sur une chimie qui est étrangère au vivant. On pense notamment aux produits organochlorés, les dioxines par exemple, les PCB. Ça, c'est encore toute une catégorie. Ça pollue nos lacs, ça pollue les poissons, ça pollue nos environnements. Mais on fait encore mieux que ça. Maintenant, on a remplacé le chlore par du fluor. Et maintenant, on a des produits perfluorés. Les PFAS, peut-être que vous avez entendu parler sous ce terme-là. Ça va être la grande problématique qui va nous occuper ces prochaines années. Parce que là, on ne parle plus en fait de polluants persistants, on parle vraiment de polluants éternels. Et ces produits-là s'accumulent dans notre environnement, s'accumulent dans les graisses. Ils ont été très utilisés dans les mousses d'extinction anti-incendie. C'est pour ça que tous les sites de pompiers, quasiment virtuellement en Suisse, sont des sites qui sont cartographiés parce qu'ils sont contaminés avec ces produits-là. C'est aussi très utilisé dans le téflon, pour la fabrication du téflon. Alors, ces produits, ces substances-là, eh ben, on a très très peu de recul dessus, mais on commence à tisser un faisceau d'indices et de preuves assez troublants concernant leurs effets de perturbation hormonale, perturbateurs endocriniens, et en particulier sur la thyroïde, perturbateurs thyroïdiens. Bon, vous avez dit que c'était sérieux cette histoire. Donc vous voyez, on était parti gentiment de notre crétinisme des Alpes, et voilà, donc maintenant nous voilà dans les poêles à frire. Mais oui, c'était pas tout. C'était pas tout. Ce soir, de façon tout à fait arbitraire, on a décidé de vous parler d'une autre carence. Mais alors une carence où on est en plein dedans là aussi, vu les statistiques que l'on voit, que l'on a eu la chance à travers le Covid de pouvoir mesurer de manière extensive. C'est la vitamine D. Voilà. Donc la vitamine D, on la connaît. La vitamine D donc, est un facteur qui permet de la fixation du calcium, du phosphore, qui est censé nous rendre des os solides, avec des troubles premiers que l'on imaginait être plutôt des troubles musculo-squelettiques. Donc on parlait classiquement de l'ostéoporose. Et puis très rapidement, on s'est aperçu, en faisant une extension un peu plus large, que ça intervenait dans plein d'autres pathologies. Donc ça intervient dans pas mal de pathologies cutanées, dermatologiques, par un biais un peu immunologique également. On a retrouvé aussi beaucoup de carences et des carences croisées dans des pathologies. Alors, c'est des études qui sont un petit peu plutôt sur le règne animal, mais on a un lien qui existe entre vitamine D et pathologie cardiovasculaire. Tout comme il y a pas mal d'études qui montrent à l'heure actuelle qu'il y aurait un lien entre carence vitamine D, carie dentaire et troubles cardio-circulatoires. Par ailleurs, c'est vrai que le Covid nous a
permis d'aller chercher un petit peu au plus loin que l'on ne pouvait dans des tests, et on a montré que dans les Covid les plus graves que l'on a retrouvés dans les soins intensifs, on avait de manière constante cette carence en vitamine D. Donc, elle est bien présente. J'ai des chiffres, je vais pouvoir vous les dire, mais c'est juste extrêmement impressionnant. Il faut savoir qu'en Suisse, on est mal placé. On est exactement au mauvais endroit sur la planète pour la vitamine D, parce que la vitamine D, la plupart de la vitamine D, elle va s'acquérir par l'exposition solaire. L'exposition solaire, sauf que nous, on est juste placé dans un méridien qui ne correspond pas à grand-chose, c'est-à-dire qu'il faudrait s'exposer plusieurs heures par jour dans les heures les plus chaudes de la journée, par simplement l'inclinaison que l'on a au niveau de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Ouest pour pouvoir en bénéficier, chose que l'on ne fait pas. Toutes les préventions toutes les campagnes de prévention pour justement limiter l'impact du mélanome sur nos peaux, qui sont en plus des peaux plutôt à tendance claire, font qu'on ne s'expose pas. Donc on est assez peu bien lotis, j'allais dire, de par notre situation géographique et par le fait que nous ne nous exposons pas. Et puis par ailleurs, on a des régimes de plus en plus sélectifs que les personnes s'imposent, qui sont des régimes qui donc entraînent des carences en vitamine D, puisque la vitamine D, on le trouve notamment dans les produits laitiers, sauf erreur. Voilà, dans les produits laitiers. Et puis, juste par rapport à ça, je voudrais juste ajouter une chose. Par rapport à cette vitamine D, vous savez que la vitamine D est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire que moi, je vois par mon métier, pas que des clients, mais j'ai envie de dire parfois, je ne sais plus si c'est des clients ou des patients, qui font des régimes. Alors, il faut rentrer dans notre maillot de bain l'été, donc on va manger des carottes à l'eau, parce que les carottes, c'est bon pour la santé, mais je dois quand même vous dire le bêta-carotène, c'est pas mal. Oui, c'est bien, mais ça contient des vitamines D. Les vitamines D sont liposolubles. Si vous voulez avoir une meilleure consommation, assimilation de la vitamine D, mettez quand même un petit peu de graisse, quand même, parce que sinon, on va mourir malheureux. Et puis, je voudrais rebondir aussi sur le slide qu'il y avait avant à propos des poils Téflon. Je voudrais préciser quand même que ces poils anti-abrasives ne sont pas faites pour augmenter les températures à outrance. Genre, on s'en fout, c'est du Téflon. De toute manière, ça ne va pas brûler. Parce que déjà, ça risque de dégager des choses, comme disait Vincent avant. Et puis surtout, ça risque de rendre les aliments plus difficilement assimilables dans l'organisme et peut-être même plus toxiques. Et d'autant plus que, puisqu'on parle de vitamine D, et quelles que soient les vitamines, finalement, ça je vous récite un peu par cœur mes cours de brevet fédéral quand je les avais faits, mais il me semble que les vitamines résistent à une température de 71,7 degrés. Donc quand vous cuisez vos aliments à outrance, parce qu'on a une poêle Téflon, donc c'est super, hein, ben c'est pas super finalement, parce que outre la toxicité, ça peut aussi vous faire manger des aliments cramés et inintéressants au niveau gustatif et au niveau de votre santé. Donc ces vitamines, il faut essayer de faire attention déjà de les discerner entre les vitamines hydro et liposolubles, et puis essayer de ne pas les cuire à trop de température parce qu'on les perd très très rapidement. Alors, il y avait une étude intéressante qui a été faite en 2021 à l'hôpital de Bâle, où ils ont de manière séquencée sur une journée dosé la vitamine D de l'ensemble des patients qui étaient hospitalisés, et on avait retrouvé que seulement 22,1% des valeurs recensées montraient un statut de vitamine D adéquat. Ça veut dire qu'il y a près de 80% des patients qui étaient ce jour-là sur l'hôpital de Bâle qui étaient carencés en vitamine D, ce qui est assez qui corrobore assez bien les données européennes à ce niveau-là. Donc ce n'est pas une simple carence, c'est une carence qui est bien installée et qui est difficile à aller à l'encontre, parce que dans nos modes alimentaires, comme l'a dit Philippe, on ne privilégie pas justement cet apport lipidique qui est nécessaire pour son assimilation. Et puis globalement, qu'est-ce qu'on fait de plus avec ça? La vitamine D, on la tue comment? On en fait quoi? Alors, prochaine. Je voulais vous montrer les paires de fesses. Donc voilà, comme ça tout le monde en profite. Pour une fois, ce n'est pas des femmes. Donc voilà, dames, profitez. Ici, l'illustration, en fait, il s'agit en fait d'une séance d'UV obligatoire pour les soldats de forteresse de la ligne Maginot. Parce qu'ils faisaient la guerre et en plus il pleuvait tout le temps. Pas de bol. Ouais, bon, vous ne voyez pas la lumière du jour, donc du coup vous voyez le médecin qui est là, qui est
se protègent contre le rayonnement UV, pas avoir les coups de soleil, mais voilà, ça faisait partie finalement de la prophylaxie pour éviter d'avoir des carences en vitamine D, parce qu'il restait potentiellement des mois, si ce n'est des années en fait, dans ces situations-là. Alors ça, c'est plus pour vous illustrer finalement que cette vitamine D, on l'appelle vitamine, c'est un peu particulier parce que c'est formellement presque plus une hormone, dans le sens où on la synthétise. Alors, il y a une partie finalement de cette vitamine qui peut venir de notre alimentation, mais c'est un petit peu comme pour le iode. On est un peu mal placé au niveau de nos régimes alimentaires. Il faudrait manger pas mal de poissons gras, par exemple, pour avoir des très bonnes sources en fait, de vitamine D. C'est pas trop dans les habitudes. On considère que, en tout cas chez nous, les apports de vitamine D qu'on doit apporter tous les jours, il ne s'agit pas de se faire un shot en fait, qui est bon pour le mois ou pour la semaine, c'est tous les jours qu'on doit avoir notre apport. 10% sont apportés par l'alimentation, le reste ce serait par cette synthèse. Et cette synthèse est d'autant plus importante que on est très carencé en fait en vitamine D dans notre alimentation. Alors, juste en complément finalement de ce qui a été dit par rapport à ces capacités de synthèse, le fait de s'exposer au soleil, donc le fait que finalement la peau peut synthétiser cette vitamine D au travers de son exposition aux UV. Alors c'est super intéressant ça aussi de constater que c'était un élément, un moteur très important au niveau de la sélection naturelle pour le blanchiment de la peau. Comme Homo sapiens est arrivé en fait de son Afrique, de son berceau africain, pour commencer à coloniser les parties plus nordiques, et notamment l'Europe, son gros handicap, c'était une peau foncée. Une peau foncée qui captait en fait les UV, qui les absorbait sans que la peau puisse finalement métaboliser la vitamine D. Donc une pression de sélection qui a commencé finalement à donner un avantage à ceux qui avaient une mutation, qui avait finalement leur donné une peau de plus en plus claire. Vous pouvez constater maintenant que voilà, plus on va vers le nord, généralement plus les peaux sont claires. Il y a une petite exception quand même, si vous regardez les populations inuites, ils n'ont pas spécialement la peau claire, mais eux, ils ont un apport en vitamine D qui est beaucoup plus important au travers leur alimentation, quasiment exclusivement animale, et les poissons et les phoques. Donc très riche en fait en vitamine D. Le complément, c'était juste en fait pour dire que sous nos latitudes, en été, c'est possible. C'est possible en fait simplement de sortir. Il y a une étude intéressante, très intéressante de nos amis d'Unisanté, publiée je crois en 2019, qui a évalué finalement par rapport aux conditions d'ensoleillement le temps qu'il faudrait d'exposition en été et en hiver pour pouvoir garantir finalement notre dose journalière de vitamine D. Ils arrivaient à la conclusion qu'au bout, suivant les peaux, mais entre 10 et 15 minutes par jour en été, c'était suffisant. Attention, le coup de soleil vient aussi à partir de 10-15 minutes. Donc du coup, il y a un équilibre à trouver, vitamine D et puis cancer de la peau. Par contre, l'étude a aussi montré que c'était impossible d'atteindre finalement ces doses en hiver et en automne. Il faudrait être exposé plusieurs heures, 6h30, c'était même l'évaluation faite au niveau de l'étude pour arriver finalement à garantir nos doses. Alors, est-ce qu'il y a un salut par rapport à ça? L'alimentation, ce sera forcément au travers de l'alimentation, au travers de la supplémentation, par exemple. Sinon, vous pouvez faire comme moi, vous baladez en fait en permanence avec une canette de sardines. Non, c'est un cadeau. On a les amis qu'on mérite, mais c'est... Alors ça c'est une private joke, parce que quand on écoute Vincent, on pense qu'on fait bien, mais après quand on l'a écouté, on est convaincu qu'on fait mal. Donc moi je lui ai annoncé que clairement, oui, je mangeais régulièrement du poisson, que j'étais assez fier de moi, du saumon, ça. Il m'a dit malheureuse, tu vas mourir, encore une fois. J'ai dit, oui, ça je sais. C'est la seule certitude que l'on ait, c'est qu'on va mourir, mais après il faut encore voir les conditions, quoi. Donc j'ai revu mes classiques et je me suis converti à la sardine. Et voilà, donc c'est pour ça que le problème des poissons, c'est qu'effectivement, ce sont des super sources pour tout plein de choses, notamment sur la vitamine D. Mais maintenant, notre environnement fait que la source de poisson, la source de protéines de poisson, elle est en jeu, elle est contaminée. Les métaux lourds, ça c'est connu, mais on a parlé des perfluorés, on a parlé des dioxines et des PCB. Il y a pas mal de poissons du lac en fait, qui sont plus consommables à cause en fait, de ces teneurs-là. Donc maintenant, avoir une alimentation exclusivement basée en fait, sur le poisson qui est disponible en fait, facilement, ça devient problématique. Après, juste par rapport aux poissons, parce que c'est un sujet aussi qui m'interpelle, venant des bords de la Méditerranée,
le poisson, c'est bon, essayez de le cuire pas trop, j'insiste bien sur ces méthodes de cuisson. Les vitamines n'aiment pas les températures élevées. Voilà, si vous montez au-dessus de 80 degrés, forcément, vous allez perdre une importante quantité de vitamines. Donc, on a 14 méthodes de cuisson référencées en technologie culinaire. 14, vous vous rendez compte? Au début, je me suis dit, les anciens, c'était des psychopathes. Créer 14 méthodes de cuisson, c'était rien que pour nous embêter. Et en fait, pas du tout. C'est parce que chaque aliment, plus ou moins, a sa méthode de cuisson. Et chaque aliment nécessite comment dirais-je, une transformation différente. Donc, favoriser ces cuissons qui ne vont pas très très haut dans les températures. Faire du poisson grillé, c'est super. Moi, personnellement, j'ai été invité à manger hier soir un saumon. J'ai passé une excellente soirée, mais il était archi cuit de chez Archi Cuit. J'ai rien dit, j'ai dit que la soirée était super. C'est vrai qu'elle était, mais au niveau vitaminique, je ne suis pas sûr que j'ai fait le plein hier soir chez ces gens. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Mais si vous mangez du poisson, bah pourquoi pas le manger cru aussi? Attention, la loi est très claire en Suisse. Un poisson qu'on veut manger cru, style un tartare, un carpaccio ou des sushis, il faut le passer à minimum, alors je ne suis pas sûr, de 12 heures à maximum moins 18 degrés pour tuer les éventuels parasites qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Pas très glamour, hein, ce dont je vous parle, hein. Mais c'est parce qu'en évitant une pathologie, on peut s'en créer une autre. Mais voilà, éviter les températures élevées. Voilà, je commence à me répéter. Non, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu nous as dit avant, pour les protéines, il ne faudrait pas dépasser 70, 72 degrés, quelque chose comme ça. Les protéines, oui, pour les protéines, là, pour le coup, par rapport au téflon. Oui, ouais. Tout à fait. Oui. Oui. Bah, en fait, la vitamine D, on a vu ça ne vous a pas échappé, on a vu la molécule hein, qui s'était affichée avant. Voilà. Et ben, on est sur une structure qui va clairement en fait, se dégrader à partir des températures de plus de 70-80 degrés. Donc ça va vraiment en fait, dans ce sens-là. Les vitamines sont, et en particulier la vitamine D, qui est une molécule assez complexe, organique. La taille, la forme est ultra importante. Commencer en fait, à la chauffer, va la déformer et va finalement détruire hein, sa capacité d'hormones. Donc la cuisson là est vraiment importante. Peut-être un dernier point ici, là, on a parlé en fait des propriétés liposolubles de la vitamine D. Donc Philippe l'a dit, hein, pour pouvoir l'assimiler, ben, il faut un vecteur, hein, il faut finalement ce corps gras. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que si on est soi-même très gras, eh ben, on va aussi être un réservoir à cette vitamine D. Cette vitamine D va pouvoir aussi se distribuer dans l'organisme. Et puis, ne va pas profiter, ne va pas être finalement biodisponible vous la rassurez. Au niveau on sert à quelque chose. Au niveau du métabolisme. On a dans les études des éléments très clairs où on voit finalement des déficiences en vitamine D associées finalement au BMI. Donc on a ceci qui est en place. Donc du coup, le métabolisme de la vitamine D est clairement associé au métabolisme des graisses. Puis là, vous allez me voir venir. C'est que dans notre environnement, eh ben, on émet une quantité effroyable de substances qui sont des perturbateurs du métabolisme des graisses, des substances que l'on appelle des obésogènes. Alors, c'est un terme hein, qui a été développé dans les années 60 pour une substance en particulier qui est le prototype en fait, des obésogènes, ceux qui ont des bateaux là, à Ouchy, hein, puis qui font en fait, la peinture anti-fouling et tout ça, ben, ils doivent connaître ce produit parce que c'est le triéthyléthane qui est utilisé comme peinture anti-fouling, eh ben, c'est un produit qui a une substance qui a un très fort pouvoir obésogène. Ça, c'est le premier de la liste. Maintenant, on a ajouté plusieurs substances à cette liste, et notamment les plastifiants. Bisphénol A, ça je pense que vous connaissez déjà tous de nom, c'est un produit qui est suspecté d'être obésogène. Les phtalates, encore des produits qui sont très utilisés en fait dans les plastiques. Dans toutes ces problématiques de microplastiques qu'on a dans notre environnement, enrichissent notre environnement en produits qui sont actifs d'un point de vue hormonal. Et là, pour le coup, ils participent à la perturbation du métabolisme des graisses, les obésogènes. Donc, en fait, les gens qui ont des bateaux à Ouchy, arrêtez de les peindre et vous pouvez continuer les apéros un peu gras sur votre bateau. C'est ça. J'ai souscrit. Et puis ceux qui allaient se baigner dans le lac, c'est pas grave, si vous avez des bourrelets, c'est pas de votre faute. Quoi. C'était ça. C'est liposoluble, donc ça va. Alors, ça on s'était dit, il faut en faire 3 carences. C'est quoi celle-là hein? Vitamine C.
Ouais. Ben, on a été, quand on cherchait un peu les carences, on a été surpris de voir qu'il y a une alerte qui est donnée sur le scorbut. Et une alerte qui est venue un peu bizarrement. Le lien de cause à effet n'était pas immédiat. C'est notamment au NHS où ils ont publié des cas suspects de jeunes qui se présentaient avec des pathologies plutôt psychiatriques, on va dire. Et puis, dans un bilan un peu complémentaire, ils retrouvaient plein de pétéchies cérébrales en dehors de toute prise classique de drogue ou autre, et ils se sont posé la question, et de chemin faisant, et constatant effectivement qu'ils avaient également donc ces saignements un peu diffus, ces déchaussements de dents qui sont classiques. Le scorbut, c'est la maladie des marins, c'est-à-dire ce sont dans les embarcations, ils ne pouvaient pas avoir de fruits ou de légumes qui apportaient de la vitamine C, et très rapidement, au fil de la navigation, se présenter ces problèmes, qui étaient d'abord des problèmes au niveau des dents, des saignements, gencives, puis des dents qui se déchaussaient, et la plupart mouraient dans d'affreuses souffrances par des hémorragies diffuses. Bon. Donc Angleterre, ils constatent ça, on le constate dans plusieurs pays, notamment des pays plutôt industrialisés, et le lien n'est pas tout de suite fait, mais il finit par se faire, et un dosage est fait à peu près quasi systématiquement sur ces populations qui sont jeunes, rappelons-le, et on a trouvé 100% de carence en vitamine C, et avec une correction qui se faisait à la jonction de vitamine C. Donc le lien a été fait avec une recherche alimentaire sur ces personnes-là, et il se trouve que l'alimentation d'une tranche d'âge estudiantine, voire jeune travailleur, était exclusivement faite de produits ne contenant pas de vitamine C. Donc, on partit du principe que donc la vitamine C est quelque chose que l'on doit impérativement absorber puisqu'on ne la fabrique pas. On était parti du principe, cette population-là, cible, c'est une population qui avait un régime extrêmement déséquilibré, ne permettant pas cet apport de vitamine C puisqu'ils négligeaient les fruits et les légumes riches en vitamine C, mais ils mangeaient de l'industriel. Donc moi, je l'ai pensé, je me suis dit, voilà, c'est la faute à l'industrie. Et puis, Vincent est arrivé, au milieu de tout ça. Et je dis, je suis d'accord. T'es d'accord? Non, non. Mince, en fait, c'est pas d'accord. Non, en fait, pour moi, c'est une véritable énigme, en fait, ce retour du scorbut. Parce que, ok, on a bien compris, la vitamine C, c'est dans les fruits frais, c'est dans les légumes frais. Depuis les années 50, il y a une énorme évolution qui s'est mise en place au niveau de la santé publique, c'est l'invention du frigo. Les frigos sont arrivés en fait dans nos ménages. On a pu commencer à sortir des salaisons. C'était la façon finalement de conserver les aliments pour consommer de plus en plus de produits frais. Et du coup, associé à ça, on a vu une diminution forte du cancer de l'estomac. Le cancer de l'estomac, un des rares cancers en fait qui diminue, et clairement est attribué finalement à l'arrivée du frigo, du frigidaire. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les champions du monde du cancer de l'estomac, ce sont les Japonais. Tant les Japonais, ils sont à la pointe sur pas mal de choses, en termes de santé notamment et tout ça, mais ils mangent extrêmement salé. En Europe, les champions d'Europe sont les Portugais. Pourquoi? Bacalhau. Ok. Très, très, très salé. Donc il y a clairement une association en fait, entre le sel et donc l'absence de consommation finalement de produits frais, parce que le sel, comme l'a dit Philippe, c'est un élément majeur pour la conservation des aliments. Donc là, évidemment, c'est quelque chose finalement d'important. Mais cette vitamine C, elle est aussi très utilisée dans l'industrie. Vous voyez ici là, le petit tableau, c'est que de la vitamine C. Voilà. Non, il n'y a pas que de la vitamine C, mais il y en a. Il y a énormément de vitamine C là-dedans. Le E300, c'est la vitamine C. C'est un additif alimentaire utilisé, alors il peut être extrait naturellement ou de synthèse, d'un point de vue chimique, il n'y a pas vraiment de différence, mais il est utilisé de manière importante dans l'industrie alimentaire, notamment comme antioxydant. Alors, prenez par exemple dans les charcuteries, c'est pour typiquement éviter qu'elles s'oxydent, et les préparations à base de légumes pour éviter qu'ils brunissent. Vous avez ça dans les céréales, un temps il y avait ça en ajout dans le lait, dans toutes les boissons, les jus reconstitués. Parce que la vitamine C, c'est ce qu'on appelle l'acide ascorbique aussi. C'est ça, c'est son petit nom en fait, vous pouvez l'avoir sous ce nom-là. Alors du coup, avoir des carences en vitamine C
quand on en rajoute encore au niveau de l'industriel, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire n'importe quoi en termes alimentaires. Et pourtant, visiblement, c'est le cas. Oui, ça revient, mais on ne s'explique pas trop. Mais bon, il y a aussi, je pense, alors, une des hypothèses, c'est sur les cycles inflammatoires et pro-inflammatoires de manière globale qui font que voilà, elle est pas du tout fixée, elle est éliminée prioritairement et massivement. Ouais, peut-être juste un point aussi là-dessus, c'est que le E300, il est rarement tout seul. Là, il y a une petite piste. Vous avez en fait les autres numéros qui sont là, et puis vous avez notamment là-dedans beaucoup d'émulsifiants. Et on pense maintenant que les émulsifiants alimentaires montrent un impact assez important sur la biote intestinale. Et cette biote intestinale, la santé de cette biote intestinale, elle est vraiment essentielle pour tout ce qui est finalement nutrition et pour pouvoir assimiler notamment les vitamines au travers de l'alimentation. Donc là, il y a certainement une piste. Et puis moi, je voudrais juste, c'est mon petit côté vieux schnock, mais quand on mange ce genre de produits qui ont un côté intéressant, très certainement, on se déculpabilise. Il faut faire très très attention quand on consomme ces plats cuisinés qui nous sont proposés par l'industrie agroalimentaire sous prétexte qu'on n'a plus le temps de se faire manger, en trouvant comme prétexte qu'on n'a plus le temps de se faire à manger, on se met à la merci de certaines dérives alimentaires pour lesquelles le corps humain n'est pas à 100% prêt. On a subi beaucoup plus de modifications ces 100 dernières années dans notre alimentation que depuis des milliers d'années. Donc je ne suis pas sûr que sur du long terme, tout ceci ne risque pas d'avoir un certain impact sur notre manière de nous alimenter et notre manière de vivre surtout. Moi, je reste très très prudent par rapport à ça. Et c'est surtout ce côté déculpabilisant. Regardez une fois ce qu'il y a dans les plats cuisinés qu'on achète, ces produits industriels. Pour moi, c'est une formule de mathématiques. J'ai beaucoup de peine. J'aimerais bien manger plus d'aliments avec des aliments naturels. Et ça, malheureusement, c'est de plus en plus rare. Et des indices, vous savez, quand vous achetez ne serait-ce qu'un jambon cuit qui est rose bonbon, on croirait tout droit sorti d'une série de Barbie, c'est pas naturel. Un bon jambon cuit, il est gris au bout de quelques heures. C'est un phénomène naturel qui s'appelle l'oxymyoglobine et qui engendre ce genre de changement de couleur. Quand vous achetez une viande qui est forcément bien rouge, vif, la limite disco, on n'est pas dans un film de Travolta. Je veux dire, la viande, elle doit être brune, elle doit être rentrée en maturation. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Et je finirai avec mon steak haché, parce que mon steak haché des hamburgers industriels me pose un problème psychologique grave actuellement. C'est que j'ai découvert que les steaks hachés peuvent contenir, peuvent contenir jusqu'à 6% d'eau. Alors vous me direz, mais l'eau c'est très bon, c'est pas mauvais pour la santé, l'eau. Et j'ai fait l'expérience moi-même de mettre 94 grammes de viande hachée avec 6 millilitres d'eau, donc 6 grammes, gramme millilitre c'est la même chose. Et j'ai tapé la viande. En cuisine on fait ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement réaliser, c'est-à-dire on tape la viande dans un batteur et au bout d'un moment la viande assimile l'eau qu'on lui met à disposition. Et j'ai cuit mes hamburgers, mes steaks hachés. Personnellement, j'étais assez fier de moi. Je me suis dit, je ne suis pas plus bête qu'eux, j'arrive à le faire. Sauf qu'au bout de quelques minutes de cuisson, mon steak haché a commencé à se désagréger. C'est devenu une sorte de bolognaise grise, vraiment malodorante. Et quand je dis malodorante, c'est pour ne pas vous dire qu'elle pue. Et puis, au niveau du goût, elle était très, très acide. Et je me suis dit, mais comment ils y arrivent ? Ils y arrivent parce qu'ils rajoutent plein de choses, c'est-à-dire qu'en fait, le but de mettre de l'eau dans un steak haché, imaginez, vous allez me dire, ouais, mais 6 millilitres, c'est rien du tout. Mais imaginez la quantité de steak haché industriels qui sont vendus chaque jour, ne serait-ce qu'en Suisse. C'est une quantité astronomique qui fait qu'il n'y a pas de petit profit. Sachez quand même une dernière chose, que l'eau qu'ils mettent dans ces steaks hachés, c'est pas une eau minérale à 3 francs le litre avec une rondelle de citron et mini gazeuse. C'est de l'eau du robinet stérilisée qu'ils achètent maximum 2 francs les 1000 litres. 2 francs les 1000 litres. Et qui vous revendent, donc 2 francs les 1000 litres, ça veut dire 0,2 centimes le litre. Et qui vous vendent à 26 francs le kilo. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu le ratio, le profit qui est fait avec ce type de produit. Donc voilà, moi j'ai mis une petite réserve avec ça. J'espère que je choque personne dans la salle. Mais voilà. On a subi beaucoup plus de modifications ces 100 dernières années que depuis le début. Donc faire attention avec tout ça. Voilà. Voilà.
Alors maintenant qu'on a plombé l'ambiance, parce qu'il manquerait plus que ce soit de l'eau du lac, et alors on a la totale. Alors là, voilà, on vous a amené 3 carences parmi toutes les carences qu'on aurait pu citer. Maintenant, on a presque envie de dire, c'est à vous. Parce que dans la salle, on le sait, et ça je ne l'ai pas dit au départ, ce qui fait la puissance des Toc et Doc, c'est que les plus grands experts, ils sont là. On a des experts en soins, on a des patients, on a des gens qui font de la recherche, on a des gens qui s'intéressent vraiment à tout ça. Donc maintenant, ce que j'aimerais, voilà, nous on vous a amené 3 sujets. Iode, vitamine D, vitamine C, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose de nouveau, mais on aurait pu en faire plein d'autres. Maintenant, c'est le temps des questions, donc, ou des commentaires, ou de dire non, vous avez tout à fait faux, nous, voilà, parce qu'il y a quand même de grands experts parmi vous. Et puis on commence cet échange qui va après se poursuivre de l'autre côté. Juste avant qu'on commence cet échange, je vous donne d'emblée, il faut noter sur les agendas, parce que ça arrive que tous les 4 ans, c'est quand même à noter. Donc le 29 février, c'est le Toc et Doc, et l'année prochaine, alors cette année on a attaqué fort, c'était le thème, c'était il fait chaud, donc on a attaqué vraiment toute l'inflammation, et l'année prochaine on va s'attaquer à la précarité alimentaire. La précarité alimentaire chez les plus jeunes, en février. La précarité alimentaire chez les seniors, en septembre. Ce n'est pas uniquement une notion de moyens, c'est une notion de moyens, de compréhension, de connaissance, de disponibilité, d'envie. Donc c'est un terme qui va être large et je peux vous dire qu'il y aura des experts du domaine qui seront présents. Donc, 29 février, ça ne s'oublie pas, ça se note. Et puis d'ici là, on va aller déguster. Mais avant de déguster, on vous laisse la parole et puis on passe avec les micros et puis voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire qu'on a tout faux? Ah oui. Bon, ben j'y vais. Hop. Non, mais parce qu'il y a le replay. Donc, le replay, les gens qui sont à l'autre bout du monde, qui nous suivent, ils veulent quand même savoir ce que on va essayer de répondre. Merci beaucoup pour cette magnifique séminaire. Mais alors, c'est quoi la solution? Donc, moi, je travaille à 100%. Je ne peux pas passer tout mon week-end faire les courses au marché, à la ferme. Qu'est-ce que je dois cuisiner pour ma famille, en gros? Si, après ça, j'ai peur d'aller à la COP. Hein, donc, alors, qu'est-ce que sont vos conseils? Merci de me poser cette question. C'est une question qu'on me pose très souvent chaque jour. Je suis quelqu'un de surmené, hein. Je travaille énormément. Je crois que vous savez qu'à travers mes différentes activités, j'ai 3 vies en une. Et souvent, très longtemps dans ma vie, j'ai dit « je suis désolé, j'ai pas le temps ». Et puis en fait, j'ai réalisé que j'étais comme tout le monde, comme vous et moi, j'avais 24 heures par jour. C'était juste la priorisation des heures que je faisais peut-être de manière divergente. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai réalisé, vous imaginez bien qu'avant de vous tenir ce genre de discours, j'ai énormément travaillé, je me suis beaucoup renseigné, je fais beaucoup de choses avec des recettes, des trucs comme ça, et je me rends compte qu'en fait, quand on achète des produits dans une grande surface, on ne se rend pas compte qu'on achète des produits qui sont à la moitié de leur vie. Quand ils sont, je dis à la moitié de leur vie, c'est en termes de fraîcheur. C'est-à-dire que ce sont des produits, et c'est pas que c'est de la mauvaise volonté de la part des grands supermarchés, c'est juste que le produit a fait un tour beaucoup plus long avant de se retrouver devant vous. Quand vous achetez en vente directe, faites l'expérience, vous verrez, c'est vraiment une expérience que j'ai faite de nombreuses fois. Quand vous achetez un produit en vente directe, je ne dis pas qu'il faut aller chez le paysan, mais il y a de plus en plus, on a la chance d'avoir de plus en plus de magasins de proximité. Vous verrez que les produits, faites l'expérience, je le répète, hein, vraiment, je fais que ça, vous verrez que ces produits durent plus longtemps dans votre réfrigérateur. Alors on me tient l'argument, souvent on me dit, mais c'est plus cher. Eh bien non, c'est pas plus cher au kilo, souvent, en tout cas avec les végétaux. La viande, je suis un petit peu d'accord, mais je ne suis pas d'accord non plus. Les produits en vente directe ou qui viennent de l'artisanat sont des produits qui tiennent plus longtemps. D'où ma réflexion, c'est que moi, je vais dans une boutique de proximité, je peux vous donner le nom après en sortant de cette conférence, c'est à Lucent, c'est un petit magasin de proximité, j'y vais maximum une fois par semaine. Et je me dis, mais finalement, je suis dans les clous en fait, en termes de fréquentation d'un magasin pour acheter mes produits. Donc je pense que c'est juste une question d'organisation. Je prends l'exemple toujours du pain, ce pain qui est un des aliments les plus sacrés de l'humanité. Vous savez que ça a même été la première recette inventée par l'humanité, en tout cas de ce que j'en sais au jour d'aujourd'hui.
le pain qu'on mange aujourd'hui, ça n'est pas du pain. Vous savez que le déchet alimentaire qu'on a le plus, c'est pas la viande, parce que la viande, elle coûte cher. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle coûte tellement cher qu'ils ne mettent plus le prix au kilo, ils mettent le prix au 100 grammes pour pas moins nous faire peur. Hein. Mais le pain, c'est l'aliment qu'on gaspille le plus. Mais achetez une fois un pain artisanal, un pain qui est fait avec des vieilles céréales, comme l'épeautre, la petite épeautre, qui naturellement, j'insiste bien sur le côté naturel, sont des céréales qui contiennent moins de gluten naturel. Le pain industriel est fait avec des céréales qui sont boostées avec un gluten synthétisé. Les pains artisanaux, eux, ne le sont pas. Ils sont faits avec ces vieilles céréales. En plus, si vous faites un pain qui est fait avec du levain, le levain a en plus la particularité de dissoudre encore une partie du gluten pendant la fermentation. Donc, quand on me dit qu'il y a des gens qui sont intolérants au gluten, et j'imagine qu'il y en a certainement dans la salle aujourd'hui, c'est un enfer pour ces gens-là. Mais si déjà on mangeait des choses pour lesquelles le corps humain est prêt, on serait en meilleure santé. Et vous remarquerez, et je conclurai ma réponse par là, à votre question, c'est qu'un pain artisanal, au bout de 2 jours, ce n'est pas une arme de destruction massive. Un pain artisanal, vous le gardez minimum 1 semaine, voire 10 jours. Donc j'entends, je comprends quand on travaille du matin au soir, qu'on a son chef et que c'est pas évident et tout ça, d'aller en plus se faire à manger. Mais moi j'ai envie de vous dire, et je travaille à la RTS, hein, vous le savez certainement, j'ai pas à vous dire ça, mais éteignez un peu plus votre télé. Et puis faites-vous des pâtes fraîches. Moi ce soir je vais peut-être me faire. On a de la chance, ils nous citent pas les Marseillais parce qu'en général ça continue avec les Marseillais. Alors en réponse aussi, quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez voir qu'Amanda et Aaron ont fait des recettes. Donc vous allez voir avec un QR code, il y a des petites recettes qui se font extrêmement rapidement et qui ciblent chacune des carences. Je dis pas que c'est la solution à tout, mais de l'autre côté vous allez retrouver des recettes. Puis il y a les sardines. Moi je veux dire, faut juste habituer ses enfants à manger des sardines tous les jours. Surtout ne culpabilisez pas de faire ce que vous faites actuellement. C'est juste essayer peut-être de vous poser la question et vous dire, et si une fois j'ai essayé dans ces magasins de proximité, vous verrez que ce sont des produits très souvent naturels, pas souvent plus chers en plus, et qui se conservent beaucoup plus longtemps. Donc un gain de temps. Oui, Monsieur Oettinger. Non, c'est plutôt une remarque complémentaire. Je me réjouis d'entendre ce que tu viens de dire sur le pain. Moi, je travaille dans l'agriculture maintenant depuis 2 ans. Et je constate effectivement que c'est la nuit et le jour sur les différents pains qu'on voit. Alors les stations-service vous font passer McDonald's pour un restaurant diététique local et solidaire en vous vendant par exemple du Red Bull avec des petits pains cuits au feu fraîchement sortis du four pour 2,80 francs au petit déjeuner. Alors ces pains pré-cuits sont généralement importés. C'est des céréales qui viennent des pays de l'Est ou du Canada dans lesquels on peut encore mûrir les céréales au glyphosate, ce qui est strictement interdit en Suisse. Et donc là, vous avez vraiment le pire du pain. À l'autre bout, vous avez le pain artisanal au levain, qu'on trouve aussi dans les supermarchés. Et le levain, c'est aussi le temps. Cet ingrédient invisible qui ne coûte rien, mais qui n'a pas de prix parce que votre estomac s'en souviendra et votre cerveau aussi. J'ai un pain au levain que j'ai entamé, que j'ai acheté vendredi. Je suis encore en train de le consommer. Il est très bon, il n'est pas sec, je n'ai pas besoin de le jeter. Et il me fait du bien, quoi. On voit la différence en fait. Mais maintenant, je l'ai payé 12 francs le kilo. Alors évidemment, les gens vont me dire c'est cher. Un pain qui ne se jette pas, qui fait du bien à l'estomac, qui fait du bien à la tête, c'est plus cher. Et on a un problème aujourd'hui à vendre les bons aliments, alors qu'il y a un autre business qui sont les compléments alimentaires qui sont en train d'exploser. Et tout le monde dépense entre 5 et 10 francs par jour dans des compléments alimentaires de fer, d'iode, qu'on n'a plus dans le sel de cuisine. Ça n'est pas obligatoire, il n'y a plus de sel de cuisine avec de l'iode. Il faut le chercher. Le sel des Alpes ne contient pas d'iode. Donc je me rends compte qu'il y a un business aujourd'hui qui a hacké les profits des paysans et de l'alimentation de base et que ça devient donc un sujet aussi politique, un sujet de consommation. Et le monde agricole est en train de se rapprocher du monde de la transformation et de la santé, c'est aussi pour ça que je suis là, pour voir comment on va pouvoir remettre la vache au milieu du village ou le bon pain au levain sur la table, pour résumer. Donc on progresse, maintenant on sait. On progresse de plus en plus. Maintenant, on a donc une piste, le sandwich aux sardines, donc avec du pain au levain. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter, apporter? Bonsoir, Magadis Richardet, paysanne. Alors évidemment, tout ce que j'ai entendu
me parle beaucoup, hein, que en tant que paysanne brevetée, on doit travailler avec toutes ces vitamines et savoir les transformer. C'est dommage que M. Borloo ne soit pas là parce que je pense quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, alors là on est dans une école aussi, de transmettre tout ceci par le biais des écoles et de peut-être Philippe sera d'accord avec moi, de remettre au goût du jour les simples plats de cuisine et la diététique de la cuisine, c'est-à-dire quels sont les aliments qui sont bons, les vitamines que l'on doit apprendre, même aux tout petits, parce que je pense qu'eux, ils sont poreux et ils peuvent apprendre. Alors là, vous dévoilez ce qui sera apporté au mois de février. Effectivement, dans la précarité alimentaire, on va vraiment apporter l'éducation. À l'heure actuelle, sur un budget donné quotidien, c'est vrai que les enfants font des choix qui ne sont pas judicieux par absence de culture, de connaissances. Et puis une transformation de l'éducation. Effectivement, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, j'attire votre attention sur le fait que je suis chef de cuisine quand même, et que de nos jours, faire un service en cuisine, c'est plus des commandes qu'on reçoit, ce sont des ordonnances médicales. Hein. Il y a une explosion entre les gens qui ont des interdits alimentaires, des interdits religieux, des intolérances, des allergies toutes simples. C'est très, très compliqué. Mais je me demande, alors, la plupart sont fondées. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut faire attention à ne pas avoir de déviance. Prenons des bons produits et préparons-les correctement. Et j'en veux pour exemple une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 2 ou 3 ans, non, il y a plus, il y a 5 ans déjà, mon Dieu, le temps passe vite, où j'ai fait un banquet à Moudon, hein, dans la Broye. Vous imaginez la Broye, hein, on nous dit qu'on roule les phares allumés mais en plein jour à cause du brouillard. Donc on a quand même une petite connotation un peu péjorative, campagnarde, rurale, rustique, etc. Banquet pour l'association des paysannes vaudois section Moudon, hein, 200 personnes, pas une seule allergie, comme quoi l'air de la Broye est pas si mal que ça pour la santé. Hein. Il y a peut-être certainement un problème d'éducation, et là ça fait le lien avec la prochaine fois où j'espère que je serai là pour vous raconter plein de choses super sur l'éducation. Est-ce qu'il y a des questions pour Vincent? Parce que Vincent, c'est pas tous les jours qu'on le sort de son labo, donc il ne faut pas hésiter. Merci. Cela va peut-être rejoindre la biochimie. Je me posais la question de l'enrichissement de l'eau potable, parce qu'il me semble qu'au Québec, on a rajouté du fluor dans l'eau. Ça tombe bien, on a des Québécois là. Parfait. Et je me posais la question par rapport à l'iode, si les vaches, dont on voit les blocs de sel dans les champs, si ce sel était iodé, ce qui permettrait d'avoir une concentration lors de la chaîne alimentaire en iode dans le lait et dans la viande. Et de même, on aurait une allégation du coup santé, teneur garantie ou produits riches en. Et la même chose pour le fromage, de faire du fromage au chlorure de sodium, à la place du chlorure de sodium, du chlorure de magnésium, ce qui permet d'apporter du magnésium. Et ma réflexion sur l'iode, elle va aussi vers le surpoids, parce qu'on voit des bilans thyroïdiens qui sont toujours à la fourchette basse. Et est-ce qu'une teneur en iode ne permettrait pas de réduire les chiffres du surpoids et de l'obésité? Bon, beaucoup de questions en fait là-dedans. Hein. Effectivement. Non, on a vu le iode. Le iode intervient donc dans le métabolisme vraiment fondamental, basal, et notamment l'homéostase. Donc du coup, tous ces processus finalement de reconstruction, de métabolisme vont évidemment être liés à la prise de poids. Si on commence en fait à avoir un dérèglement hormonal, notamment au niveau de la thyroïde, évidemment, on va avoir des impacts aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est acté. On sait que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. L'apport du iode au travers de l'alimentation, alors dans le fourrage, pas trop, parce que le fourrage vient de l'herbe qui a poussé sur nos sols, qui ne contiennent pas finalement pas beaucoup d'iode. Mais effectivement, on a des pains de sel en fait, qui contiennent du sel iodé et qui permet d'expliquer en grande partie l'apport en fait, de vitamine D qu'on retrouve en fait, dans les laitages et puis dans certaines viandes. Ça vient aussi en fait, finalement de cette pratique d'amener du sel pendant surtout les périodes d'hiver que l'on a aussi dans le bétail. Donc là, on a ces éléments-là. Le fluor, c'est quelque chose d'assez intéressant
parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'aussi fondamental en termes de besoins directs que le iode. Autant il ne me semble pas qu'il y ait vraiment de polémique, en tout cas chez nous, par rapport finalement à l'apport du iode et puis cette nécessité. Le fluor, c'est quelque chose de beaucoup plus discuté. Dans pas mal de communautés, et notamment les communautés anglo-saxonnes, en disant mais finalement le fluor, on pourrait enrichir les dentifrices, et puis c'est ce qu'on fait avec le fluor, et du coup on pourrait très bien finalement avoir des compléments au travers finalement de ça, sans devoir passer par une exposition de toute la population avec de l'eau en fait qu'on aurait artificiellement enrichie finalement en fluor. Mais mettre de l'iode dans l'eau. Mettre de l'iode dans l'eau. C'était là le lien, en fait. C'est possible, parce que effectivement, c'est du sel, c'est un sel qui serait soluble. On est parti sur l'idée du sel au départ, parce que c'était un élément qui était quand même relativement facile, qui était consommé finalement par tout le monde. On maîtrisait quand même les quantités. L'eau, ça devient un peu problématique aussi en termes de quantité, parce que quand on regarde dans la population, finalement, la consommation d'eau varie en fait énormément en fait d'une personne à l'autre. Et notamment maintenant avec des habitudes alimentaires basées typiquement sur des sodas. Moi, je connais en fait plein de gens, notamment en fait dans les pays anglo-saxons, où l'eau finalement c'est presque en fait une insulte. Enfin, je veux dire, on s'hydrate pas en fait avec de l'eau. On va commencer à consommer finalement d'autres boissons, et on part dans une industrie alimentaire, et on veut maîtriser finalement après ici là, les apports. Alors après, on peut très bien imaginer avoir finalement un produit enrichi spécialement finalement en fait en iode, avec des vitamines, avec tout plein de choses. Et puis ça, c'est clairement un créneau qu'on commence en fait à voir maintenant au niveau de l'industrie alimentaire, avec des super eaux, des super aliments et d'autres choses qui sont enrichis, mais qui ne correspondent pas finalement, qui ne peuvent pas être intégrés en fait dans une politique de santé publique en fait au sens large. Oui, bonsoir. Moi, je ne suis pas un expert, mais je viens de lire dans le Bon à savoir. Ils ont fait une étude avec le cas type aussi en Suisse allemande. Ils ont demandé à des lecteurs d'analyser l'eau potable. Et puis, il en ressort qu'un foyer sur deux, l'eau potable contient les PFAS dont vous avez parlé. Oui, oui. Alors, on faisait la même réflexion. On faisait la même réflexion, c'est que je pense que ça nous sauve parfois. Quoi donc ? Que l'eau potable... mais là, en fait, non. Là, c'est une mauvaise nouvelle, parce que là, on parle des perfluorés. Des perfluorés. Oui. Non, j'étais dans l'iode, moi, je suis resté dans le... Les perfluorés, on commence à les mesurer. Maintenant, on n'est qu'à 50%, mais ça va forcément, finalement, monter. Donc ça, c'est une chose qui paraît claire. Je voulais juste faire une remarque aussi par rapport à ce qui a été dit et échangé, et notamment une question qui a été posée sur dire « j'aimerais bien faire ». On est tous là, en fait, on veut tous bien faire, pour soi-même, pour nos familles aussi. Puis j'ai une réponse de papa toxicologue aussi sur comment bien faire, parce que c'est très compliqué la nutrition. Là, il y a beaucoup de modes en nutrition. Il y a pas mal d'années avant, on parlait beaucoup de sélénium. Si on avait le moindre problème, c'était forcément une carence en fait en sélénium. Après, avec Covid, forcément, il y a une carence en fait en vitamine D. Ok. Attends, il ne faut pas manger des œufs parce que c'est gras. Il ne faut pas manger de graisse parce que c'est gras. Bon, ok, mais maintenant on revient, il faut quand même manger des graisses. Donc, ce qu'il nous dit maintenant, ce qu'on vous dit là maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est absolu. Peut-être que ça va encore bouger d'un point de vue diététique. Donc, il y a une réelle complexité là-dedans. Comme on veut bien faire, le biais, en fait, ce serait d'être amené à faire une orthodoxie alimentaire. C'est vraiment d'aller cibler des aliments au détriment d'autres et tout ça. Mais Philippe l'a dit, si on commence à focaliser vraiment sur un type d'aliment, c'est au détriment finalement des autres. Donc, une des réponses, on va dire les plus sensées, c'est que si vous voulez bien faire, la première chose à faire, c'est la diversification. C'est la diversification de vos sources d'approvisionnement. Ce n'est pas juste, en fait, c'est bien de manger un petit peu de poisson, c'est bien de manger un peu de viande, mais c'est aussi de varier les poissons. C'est de varier les viandes. Si vous avez des légumes, c'est de varier les sources de ces légumes. Ce n'est pas juste je change de type de légumes, mais peut-être aussi les zones de production, parce que la nature des sols, la qualité des sols a un impact aussi. Alors, vous n'arriverez jamais, en fait, à gérer tout ça. La seule façon de pouvoir, un tant soit peu, le gérer, c'est de multiplier tous vos poisons, en fait. Non, mais c'est vraiment de faire cette diversification. Je crois que ça sera la conclusion, parce que de toute manière, juste après,
On va aller déguster donc les plats qui ont été spécifiquement construits pour vous permettre d'aborder les carences d'une autre manière. Et puis donc le mot de la fin, tu sais, ça c'est diversifions nos poisons. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas de l'autre côté, vous retrouverez tout le monde, puis on sera tous ensemble. Donc les questions, elles sont là aussi pour être posées. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis un grand merci à vous tous. Merci.